pratique, comment ça se passe? On est dans un contexte d'urgence, c'est-à-dire que ce n'est pas au bout d'une semaine qu'on va porter un diagnostic de pneumopathie aiguë avec choc septique ou d'œdème pulmonaire lié à un infarctus du myocarde. Et parallèlement, vous devez avoir plusieurs démarches. Je fais un diagnostic positif d'insuffisance respiratoire aiguë, j'en apprécie la gravité. Parallèlement, je recherche l'étiologie. Je débute un traitement symptomatique sans perte de temps, oxygène, ventilation mécanique, et dès que possible, je mets en route un traitement étiologique, le traitement de la cause de l'insuffisance respiratoire. Et dans ce domaine, la sémiologie est particulièrement importante, sémiologie qui consiste à recueillir des signes, fonctionnels. Quand le malade n'est pas interrogeable, il faut avoir un entretien avec ses proches, examen clinique et examen complémentaire de base. De base, c'est-à-dire gaz du sang, radiographie thoracique, électrocardiogramme, et en fonction de la suspicion de telle ou telle étiologie, scanner thoracique, échographie cardiaque. Donc, le contexte, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Est-ce que ce patient a une maladie respiratoire ou cardiovasculaire chronique, asthme, BPCO, insuffisance cardiaque, maladie coronaire? Est-ce qu'il a une maladie neurologique? Je ne sais pas, Parkinson, Alzheimer. Est-ce que c'est un immunodéprimé? Est-ce qu'il est VIH+? Est-ce qu'il a une maladie hématologique ou un cancer sous traitement qui diminue son immunité? Quelles sont les circonstances de l'insuffisance respiratoire aiguë? Par exemple, une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante au 5e jour d'une prothèse totale de hanche, de façon un peu médulaire, hein, ça doit vous évoquer obligatoirement une embolie pulmonaire, par exemple. Les symptômes associés, c'est extrêmement important, douleur thoracique, hémoptysie, des symptômes extra-respiratoires, digestifs, neurologiques, etc. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Voilà, donc tout ça est extrêmement important et va vous orienter. Alors, les caractéristiques de la dyspnée, on l'a vu, peuvent vous orienter vers telle ou telle étiologie. Si c'est une dyspnée qui prédomine à l'inspiration, avec un bruit inspiratoire qu'on appelle le cornage, un bruit un peu rauque, ça vous évoque une obstruction laryngée ou de la trachée extrathoracique, c'est-à-dire cervicale. Donc là aussi, vous voyez qu'une dyspnée avec une hypoxémie aiguë peut ne pas être en rapport avec une maladie pulmonaire aiguë, mais avec une affection extrathoracique. Corps étranger chez l'enfant, œdème de Quincke, épiglottite infectieuse, laryngite, etc., etc. Il y a parfois certaines tumeurs qui vont être découvertes tardivement à l'occasion d'une insuffisance respiratoire aiguë. Par contre, si la dyspnée prédomine à l'expiration avec un bruit de sifflement, là, ça vous évoque une pathologie obstructive qui peut être au niveau de la trachée intrathoracique, des bronches proximales, des bronches périphériques, des bronchioles, asthme, BPCO, bronchiolite, et là aussi certaines tumeurs endobronchiques. Donc, les caractéristiques de la dyspnée, c'est vrai qu'une laryngite aiguë, c'est vraiment une dyspnée très très particulière. Une crise d'asthme, c'est une dyspnée également très particulière. Parfois, vous faites le diagnostic sans même ausculter le malade. Hein. En rentrant dans la chambre, on dit ah bah oui, bah, ça c'est évident, c'est une pathologie laryngée aiguë. Hein. Ah oui, non, je voulais juste revenir à ça. Non, c'est bon. Alors, l'auscultation pulmonaire peut également avoir un élément d'orientation. Si vous trouvez des crépitants bilatéraux diffus, ça vous oriente vers un œdème pulmonaire, une pneumopathie extensive, une pneumopathie interstitielle diffuse aiguë. Si l'auscultation pulmonaire retrouve des sibilants diffus, ça vous évoque un asthme aigu ou une exacerbation de BPCO. Une abolition totale du murmure vésiculaire d'un côté, ça peut vous évoquer une pathologie pleurale, pneumothorax, pleurésie, hémothorax ou bien même une atelectasie. Le souffle tubaire peut évoquer une pneumopathie infectieuse. Et dans certains cas,
l'auscultation pulmonaire est normale. D'une façon assez schématique, si l'auscultation pulmonaire est normale, ça veut généralement dire que le problème ne se situe pas au niveau des bronches, ni au niveau des alvéoles, et ça doit vous évoquer une pathologie vasculaire pulmonaire, une embolie pulmonaire, une hypertension pulmonaire aiguë ou un problème cardiovasculaire, comme une péricardite par exemple. La radiographie thoracique, c'est un élément d'orientation important. Vous êtes dans le domaine de l'urgence, donc la qualité de cette radiographie thoracique ne sera pas toujours optimale, mais vous recherchez par cette radiographie thoracique des pathologies assez évidentes. Donc même si la qualité technique n'est pas formidable, c'est un élément d'orientation extrêmement important. Bien sûr, cette radiographie thoracique, elle est demandée au lit du malade dans la salle d'urgence. Ce n'est pas un patient que vous allez transporter. Alors là aussi, on peut schématiser. La radiographie thoracique peut vous montrer un pneumothorax complet, une pleurésie abondante, un hémothorax, et le diagnostic est réglé. Opacité alvéolaire diffuse, là aussi ça vous évoque une pneumonie, un œdème pulmonaire, une hémorragie intra-alvéolaire. Des opacités interstitielles diffuses, ça vous évoque certaines pathologies interstitielles, infectieuses, cardiogéniques ou inflammatoires, en sachant que sur une radiographie thoracique de qualité moyenne en urgence, ce n'est pas très facile de porter un diagnostic de pneumopathie interstitielle. Dans certains cas, vous n'avez pas grand-chose, mais quand même, vous observez une distension des lobes supérieurs, ça vous évoque un asthme aigu ou une BPCO. Et dans certains cas, votre radiographie thoracique est normale. Et ne soyez pas déçus, c'est très intéressant. Bien sûr, ça peut se voir dans l'asthme, mais ça vous évoque avant tout une embolie pulmonaire. Donc on revient à notre patiente qui a eu une dyspnée aiguë avec hypoxémie à J5 d'une prothèse totale de hanche. Vous faites la radiographie thoracique, elle est normale. Qu'est-ce que ça vous élimine en particulier? Une pneumopathie infectieuse post-opératoire. Donc qu'est-ce qui vous reste? L'embolie pulmonaire. Bon, là, je ne peux pas l'injure de vous demander ce que l'on voit sur cette radiographie thoracique, donc une opacité importante du champ pulmonaire gauche. C'est un épanchement pleural liquidien abondant, avec des signes de gravité, puisque la trachée est déviée à droite et que le cœur est dévié également à droite. Alors, attention, sur cette radiographie, le poumon normal est à gauche et le poumon pathologique est à droite, ou ce qu'il en reste, parce que le poumon droit, il est collabé au niveau du huile. Donc vous avez ici une clarté gazeuse qui occupe tout le champ pulmonaire droit. Il n'y a pas de vaisseau par rapport au poumon gauche, c'est un pneumothorax complet. Alors là, c'est un peu différent. On a des opacités diffuses, bilatérales, qui respectent la périphérie des poumons, qui respectent également les cul-de-sac pleuraux. C'est une image typique d'opacité pulmonaire bilatérale en aile de papillon qui évoque un œdème pulmonaire cardiogénique. Alors, l'analyse des gaz du sang artériel vous apporte également des éléments d'orientation étiologique, pas simplement en termes de gravité, mais également au plan de l'étiologie. Une hypoxémie associée à une hypocapnie par effet shunt vous évoque une obstruction bronchique aiguë, un asthme aigu grave, où l'obstruction bronchique est liée à une inflammation des bronches, en particulier périphériques, avec production de mucus, et également un bronchospasme. Ça vous évoque également une exacerbation d'une bronchite chronique obstructive, alors que l'autre étiologie, c'est une pathologie alvéolaire aiguë, œdème pulmonaire, pneumonie ou hémorragie alvéolaire. Donc tout ceci est bien sûr très schématique. À l'opposé, l'association d'une hypoxémie et d'une hypercapnie vous évoque une hypoventilation alvéolaire globale qui peut être en rapport avec une maladie aiguë du système nerveux central qui altère la commande ventilatoire centrale au niveau du tronc cérébral, coma toxique, encéphalite, méningite. Ça peut être une anomalie des voies de transmission entre le système nerveux central et les muscles, paralysie diaphragmatique aiguë,
atteinte de la jonction neuromusculaire au cours de certaines neuropathies, de myasthénie, etc. Enfin, ça peut être une pathologie diaphragmatique aiguë et une atteinte de la paroi thoracique, soit une atteinte aiguë de la paroi thoracique, traumatisme thoracique grave, soit la décompensation d'une insuffisance respiratoire chronique liée à, par exemple, une kyphoscoliose grave. Alors, les autres examens. Donc, on a vu l'analyse des gaz du sang artériel, la radiographie thoracique. L'électrocardiogramme, c'est fait essentiellement pour éliminer une pathologie cardiaque aiguë, par exemple un infarctus du myocarde. Ça peut vous montrer des signes de retentissement ventriculaire droit dans le cas d'une embolie pulmonaire. Les paramètres biologiques sont très importants actuellement. Il y en a 3 que vous pouvez obtenir très facilement en urgence. La CRP, c'est un bon marqueur d'infection. La troponine, c'est un marqueur d'ischémie myocardique. Et le BNP ou le pro-BNP, c'est un marqueur d'insuffisance ventriculaire gauche. Donc ce sont des éléments d'orientation qui peuvent être extrêmement utiles dans le cadre de l'urgence. Alors, les examens que vous pouvez être amené à demander en deuxième ligne, c'est en fonction de votre orientation étiologique. Si votre bilan de première ligne vous évoque une embolie pulmonaire, il faut demander un scanner thoracique, bien sûr injecté, ce qu'on appelle un angioscanner thoracique. Si vous pensez à un œdème pulmonaire cardiogénique, il faut demander une échographie cardiaque. Voilà ce que c'est qu'une embolie pulmonaire. Ce sont des caillots qui vont obturer le système artériel pulmonaire. Vous voyez d'ailleurs ces subdivisions qui en fait correspondent à la segmentation de la vascularisation pulmonaire. Donc on fait maintenant très facilement le diagnostic d'embolie pulmonaire par ce qu'on appelle un angioscanner. Donc on injecte un produit de contraste, donc c'est un bolus, et surtout l'acquisition des images doit être précoce pour suivre l'arrivée du produit de contraste dans le système artériel pulmonaire. Si vous démarrez votre acquisition alors qu'il n'y a plus de produit de contraste dans les artères pulmonaires, là vous avez complètement raté votre examen. Vous avez ici voilà, l'aorte ascendante, l'aorte descendante, donc le rachis, le sternum, le tronc de l'artère pulmonaire, et vous voyez qu'à la partie terminale du tronc de l'artère pulmonaire, vous avez une image hypodense, moins blanche. Cette image hypodense traduit en fait la présence d'un énorme caillot dans le tronc de l'artère pulmonaire. Et de l'autre côté, vous avez également des images hypodenses dans l'artère lobaire supérieure gauche.